Bonjour. Bonjour l'ancêtre, nous voici réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Notre sujet d'aujourd'hui, il va nous amener à la découverte du monde des poissons. Les poissons, si vous n'êtes pas pêcheur, vous pouvez toujours en observer dans les vitrines des musées ou à défaut dans les aquariums. Ce qui nous intéresse aujourd'hui vivait à Menat, dans la région de Clermont-Ferrand, il y a 50 millions d'années. 50 millions d'années, c'est une notion de temps qui n'est pas facile à appréhender. Je vais vous proposer un petit code entre nous. Voilà, cet agenda, ça représente un an. Eh bien, on va imaginer que notre Terre s'est formée en un an et que, à l'instant où je vous parle, nous sommes le 31 décembre, il est minuit, la Terre s'est formée le 1er janvier à 0 heure. Entre ces deux dates, il va y avoir 4,6 milliards d'années. Chaque feuille de l'agenda que je vais tourner, c'est-à-dire chaque jour de la formation de la Terre, à notre échelle, va représenter 12 millions d'années. Que se passe-t-il à cette échelle? Eh bien, c'est très simple. La vie apparaît le 28 mars sous forme de petites bactéries, vous savez, ces organismes microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont justement les premiers poissons qui apparaissent, les premiers vertébrés. Entre le 12 et le 25 décembre, les dinosaures dominent notre globe. À cette échelle, c'est-à-dire en imaginant donc que cette histoire de la Terre peut être concentrée en un an, Ravaillac, qui préférait certainement le poisson, a tué Henri IV il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans la région de Clermont-Ferrand, direction Menat. Je suis ici à Menat, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Au bord de ce lac, certains des poissons que l'on pêche ne sont pas prêts d'être enfarinés. En effet, ils ont échappé à l'huile bouillante pour se retrouver pris dans les schistes bitumineux du fond du lac. C'est leur histoire et celle de leur environnement que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous rentrons maintenant dans l'espace de Rhinopolis, une association qui a été fondée en 1994. Son initiateur, François Escuyer. Son but, valoriser le site de Menat et les autres sites du nord de l'Auvergne. Mais avant de raconter notre histoire, il faut bien évidemment camper l'époque, les lieux et les personnages. Petit retour en arrière. C'était il y a 70 millions d'années, les dinosaures dominaient le monde. Il faut imaginer ce monde du Crétacé, c'est un monde merveilleux. Des dinosaures partout, de toute taille, de la taille du poulet jusqu'à la taille de la baleine, avec notamment ces tyrannosaures, ces choses qui émerveillent les enfants. C'était il y a 70 millions d'années. Et puis subitement, il y a 65 millions d'années, tout d'un coup, la catastrophe. Une catastrophe écologique d'une importance extraordinaire qui va faire disparaître pratiquement tous les vertébrés de la surface de la planète. Les paléontologues essayent de trouver les coupables. On essaie de trouver le criminel d'il y a 65 millions d'années. Qui a tué les dinosaures? Les indices sont maigres, c'est quelques bouts de roche, morceaux de basalte, morceaux de météorites. Leur disparition vient-elle de notre planète ou vient-elle de l'espace? À mon avis, il ne devait pas manger que des yaourts, celui-là. Il est certain d'ailleurs que lui ou certains de ses congénères, les oiseaux, ont survolé le lac de Menat au cœur de la plus grande zone volcanique d'Europe. Parlons-en de ces volcans d'Auvergne. Comment se sont-ils formés? Je crois savoir qu'il y a quelques idées reçues sur la question. Il faut donc rétablir la vérité. N'est-ce pas, professeur? Ah, il est parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des volcans en Auvergne? Alors, quand j'étais petit, c'était très facile. On m'expliquait dans les livres, maman me disait bien que la Terre, c'était comme un œuf, avec une mince coquille qu'on appelait l'écorce. Et puis, dessous, c'était très chaud, et c'était liquide, c'était de la lave.
Et pour faire des volcans, c'était très facile, il suffisait de casser la croûte, et le liquide ressortait, et ça faisait un volcan. Eh bien, cette belle histoire, cette image d'Épinal des volcans, c'est tout faux, et il va falloir qu'on voit pourquoi c'est faux, et d'où viennent les volcans. Pourquoi ce schéma est faux? L'intérieur est chaud, donc lave, je barre parce que c'est faux, je marque chaud parce que c'est vrai, c'est solide, c'est vrai aussi, et c'est un peu mou. Alors, pourquoi c'est solide malgré la grosse température? C'est à cause du poids de ce qu'il y a dessus. On est ici à 100 km de profondeur, on a donc 100 km de roche qui nous appuie dessus. Les corps, c'est un peu comme de la poudre. Si les grains peuvent glisser les uns sur les autres, c'est liquide. Si les grains sont collés les uns sur les autres, c'est insolide. Ce paquet de café moulu sous vide, d'un côté, il y a l'air. De l'autre côté, il y a le vide, dedans, puisqu'on a fait le vide. Donc, il y a l'air qui appuie d'un côté et pas de l'autre. Donc, j'ai la pression atmosphérique sur un côté du plastique, pas sur l'autre. Le café est écrasé, donc ça paraît solide. C'est une poudre qui paraît solide, comme une brique. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. L'intérieur est solide. Alors, autre chose qui se passe, c'est qu'on a l'Europe et l'Afrique qui se rapprochent en glissant un petit peu sur cet intérieur un tout petit peu mou. Et l'Europe et l'Afrique se rapprochant, l'Europe se trouve comprimée, et c'est là que j'ai besoin du yaourt que je préparais tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on comprime l'Europe, plutôt quand on comprime un yaourt. Donc, mon yaourt, c'est l'Europe, mes doigts, c'est l'Afrique, et mes doigts remontent, mon pouce remonte vers le nord en comprimant mon Europe. Et je vois des fentes qui s'ouvrent, des fentes nord-sud. Eh bien, ces fentes nord-sud qui s'ouvrent, c'est la Limagne, c'est déjà un super piège à fossiles, c'est là où on a trouvé les rhinocéros. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe en surface. Qu'est-ce qui se passerait dessous, si on pouvait voir, sous le yaourt? Bon, alors, reprenons ce qu'on a vu avec notre yaourt, mais là, en coupe, on a la surface de la Terre, qui est froide, ici. Dessous, on a ce qui est chaud, mais solide. Et on a vu que le mouvement de l'Afrique faisait en sorte qu'on tirait. Alors, quand on tire sur quelque chose, eh bien, vous avez tous tiré déjà sur un élastique, ça s'amincit. Alors ça s'amincit, le bas descend et le haut remonte. Le bas qui descend, ça fait les bassins de Limagne, les plaines de Clermont-Ferrand. Et le haut qui remonte, le bas qui remonte, qu'est-ce qui se passe? Dessous, c'est chaud et un peu mou. Comme c'est un peu mou, bien que solide, ça remonte. Et c'est là que tout se passe. Puisque le matériel remonte, il y a moins de cailloux qui lui appuient dessus. S'il y a moins de cailloux qui lui appuient dessus, il se décomprime. Ce chaud en bas était solide à cause de la pression. Si je fais un trou dans mon paquet de café, je supprime la pression parce qu'il y a l'air qui appuie des deux côtés à la fois. Et mon paquet de café devient tout mou puisqu'il n'est plus comprimé par le plastique. Et bien là, mon matériel étant moins comprimé, les grains se désolidarisent et mon caillou chaud fond. Ça fait de la lave, un tout petit peu de lave par là, qui peut monter par les fissures qu'on a vu se faire dans notre yaourt d'ailleurs, ça remonte par les fissures et ça fait un volcan. La lave, il y en a très peu, il n'y en a qu'un tout petit peu là. Et ce qui se passe pour Menat, c'est que notre lave, quand elle est arrivée en surface, elle est arrivée, disons, dans un marécage ou dans un sol gorgé d'eau, l'eau s'est mise à bouillir, ça fait une explosion, ça fait un gros trou, ce gros trou est devenu un lac, et dans ce lac sont venus boire les crocodiles et les mammifères fossiles, qui sont maintenant des fossiles. Un volcan, habituellement, c'est source de catastrophes, de cataclysmes et de morts. Mais après les phases d'éruption volcanique, c'est tout calme et la vie va reprendre ses droits. Ce lac qui s'est formé il y a 56 millions d'années suite à l'explosion d'un volcan va être envahi par l'eau et dans cette eau va proliférer des petites algues, des diatomées, des algues à squelettes siliceux qui après leur mort vont constituer les dépôts du fond du lac, les sédiments. Ce sont ces sédiments qui vont servir de cercueil aux animaux qui vivaient soit dans le lac, les poissons, soit autour, notamment les mammifères et les insectes. Ces diatomées, avec le temps, deviennent une roche, une diatomite, qui va faire l'objet de 1825 à 1950 d'une exploitation minière sur le site de Menat. Alors, monsieur Vivier, votre père travaillait ici à la carrière de Noix? Voilà, c'était une carrière de schiste, quoi.
Ouais. Carrière de schiste. Et alors il y avait des camions là-bas qui prenaient les schistes pour les emmener à l'usine, quoi. Pour faire brûler les schistes, quoi. Et vous vous rappelez du moment où il a trouvé des fossiles, où ils ont trouvé des Bah fossiles? oui, un petit peu, mais vaguement. J'étais pas âgé, hein. J'étais tout petit encore. 5-6 ans peut-être, hein. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces fossiles? Vous m'avez dit l'autre... Eh bien oui, des fois il y a des gens qui venaient pour visiter la carrière, là. Alors des fois ils en trouvaient, il dit, vous pouvez pas nous en trouver à moi des poissons, quoi. Et alors il a randonné comme ça, alors ça faisait la pièce pour les gars qui travaillaient là, quoi. Ça permettait d'aller boire un coup. Voilà, un coup après, voilà, c'était bien, quoi. C'est l'exploitation industrielle du site de Menat qui va permettre la découverte des premiers fossiles. Ces fossiles vont être collectés par les naturalistes de la région, collectés tant pour les collections de l'Université de Clermont que pour leurs propres collections, leur cabinet de curiosité. Le mérite du docteur Piton, c'est d'avoir répertorié, classé, étudié tous les fossiles de Menat connus à cette époque. Pour cela, il a entretenu une correspondance avec les scientifiques les plus compétents de l'époque et principalement des scientifiques allemands. Il faut se replacer dans le contexte d'alors. C'était à la veille de la dernière guerre mondiale, et bien au-delà des idéologies de chacun, ils vont s'entraider, travailler dans un objectif commun, faire progresser la science. Alors, as-tu quelque chose? Juste ça. Ah, Des poissons, des insectes, des mammifères, c'est la récompense quotidienne des fouilleurs ici à Menat. Mais voyons, quelle était la météo il y a 50 millions d'années? Nous sommes dans le bâtiment des herbiers de l'université Claude Bernard, 2e de France, 7e au point de vue mondial, avec plus de 4 millions de spécimens, herbiers qui, grâce aux parts qui sont préservées, nous permettra de réaliser des comparaisons entre le matériel fossile et le matériel actuel. Donc nous pouvons consulter une part d'herbier, par exemple une part de châtaignier, et nous voyons sur cette part de châtaignier des feuilles, et nous pouvons comparer ces feuilles à la feuille fossile. Les marges de la feuille fossile sont dentées, comme celles de la part d'herbier, et c'est ainsi par cette technique que nous avons pu déterminer l'ensemble de la flore fossile des schistes de Menat. Alors le premier échantillon, il s'agit d'une fougère, c'est-à-dire le grand groupe des ptéridophytes. Par exemple, dans la nature actuelle, la fougère aigle, on peut voir une fronde fragmentaire. Le deuxième échantillon, il s'agit d'un conifère ramifié, proche d'un arbrisseau actuel que l'on trouve en Chine. Le troisième échantillon, il s'agit d'une feuille de châtaignier appartenant au grand groupe des angiospermes dicotylédones, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Le quatrième échantillon appartient également au groupe des angiospermes dicotylédones. Il s'agit d'une feuille de noisetier. Le cinquième échantillon correspond à une feuille de platane. Alors, nous sommes en présence d'une feuille de palmier de très belle facture. On peut voir le pétiole et le limbe découpés un peu à la manière d'un éventail. Alors cette feuille de palmier est extrêmement intéressante au point de vue climatique. Cela prouve que le climat de l'époque était beaucoup plus chaud que le climat de l'actuel dans cette région, un climat de type subtropical qui permettait le développement de palmiers, ainsi que peut-être une certaine humidité liée à la présence de conifères. De cette flore tropicale s'ébattait tout un tas d'animaux. En effet, à la fin du secondaire, vous le savez, il y a une grande vague d'extinction. Mais la Terre, ça ne devient pas un désert impitoyable, bien au contraire.
Alors que les dinosaures ont subi une forte extinction puisqu'ils ont complètement disparu à la fin du Crétacé avec beaucoup d'autres groupes de vertébrés, les insectes, eux, n'ont pas subi une crise majeure. Et on les retrouve dans le Paléocène, en particulier le Paléocène de Menat, très varié, très diversifié, avec tous les groupes modernes. Ces insectes donc de l'époque de Menat sont assez importants en fait pour essayer de trouver et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ce groupe à la fin du Crétacé en fait. Les insectes de Menat sont donc très bien conservés en volume, souvent en empreinte et contre-empreinte sur les bêtes. Et cette faune est tout à fait remarquable comme faune du tertiaire parce qu'elle se caractérise par l'abondance de blattes et de scarabées, enfin de coléoptères mangeurs de bois, xylophages. En particulier des bupresses et des cérambicides, qui sont des familles que l'on rencontre dans les régions chaudes actuellement, chaudes humides, et dans les forêts. Cette présence, cette faune à aspect moderne dans le tout début du tertiaire confirme bien l'image que l'on a à partir des insectes du secondaire, du Crétacé, c'est-à-dire que les insectes en fait sont diversifiés beaucoup plus tôt, contrairement aux mammifères par exemple qui eux ont commencé vraiment à se diversifier et les faunes de mammifères modernes sont vraiment apparues qu'au tertiaire. Les insectes eux, étaient déjà bien développés, accomplis entre guillemets, au début du tertiaire et en fait au Crétacé et au Jurassique aussi. Quelquefois, la densité des fossiles est assez importante puisqu'on peut avoir des végétaux, enfin, plusieurs fossiles associés, comme ici une feuille avec une guêpe. Ces guêpes-là sont parmi les plus anciennes en fait, fossiles connus puisque les plus anciennes sont du Crétacé supérieur et là on a affaire à des polistes qui sont très voisins de nos guêpes maçonnes qu'on trouve en France actuellement et qui n'ont pratiquement pas évolué depuis le début du tertiaire. Un bourdon, donc parmi les plus anciens connus, puisque en fait les abeilles et les bourdons les plus vieux datent aussi du Crétacé supérieur. Et là, le site de Menat livrait plusieurs espèces de bourdons. Donc visiblement, les pollinisateurs étaient déjà bien développés, répandus, et devaient exploiter les fleurs en fait de la forêt. Alors dites-moi, quels sont les poissons qu'on attrape dans ce lac? Eh bien, on a des carpes, des tanches, gardons aussi. Et on a aussi du brochet, quoi, quelques-uns comme ça. Quoi. On ne fait pas de trop parce que c'est assez vorace, quoi, les brochets. Alors, les petits poissons, ça... Il en reste plus beaucoup Ils en après. mangent tellement. Hein. Si, quand même, parce qu'on en met quand même une bonne... assez, quoi, pour... Enfin, le brochet, c'est vorace, quoi. Alors, voilà, comment... Puis les gens viennent de partout, quoi. Puis ils font des bonnes fritures, quoi. Au fond, ça n'a pas tellement changé depuis 50 millions d'années. Sauf qu'aujourd'hui, c'est avec le marteau et le pinceau qu'on attrape les poissons. Bonjour. Bonjour. Dis-moi Nadine, comment ça se passe là, les opérations de fouille dans un terrain comme celui-là qui est quand même très particulier? Eh bien, nous dégageons des blocs de schiste que l'on ouvre à l'aide d'une spatule sur la tranche. Et là-dedans, donc, il y a les fossiles. Quelquefois, le hasard fait que l'on trouve des fossiles. Et vous en trouvez beaucoup? Ouais, on en trouve quand même énormément, surtout des poissons, des insectes et des végétaux. Et une fois que vous avez dégagé ici tout ça, qu'est-ce que ça devient? Alors ensuite, les fossiles, nous les amenons à notre laboratoire pour les traiter et les consolider et voire les restaurer. Comment on a vu ce fossile? C'est très simple. Ici, en coupe, on voit apparaître des débris d'ossements qui sont là, qui sont très difficiles à voir en général pour les néophytes. Nous, on le sait par l'expérience parce qu'on a multiplié le temps de présence sur le terrain et c'est le temps de présence sur le terrain qui fait qu'on a le plus de chances de découvrir des ossements fossiles. Alors, une fois qu'on a découvert le bloc, on va prendre des petits outils, déjà le nettoyer un petit peu. On voit déjà qu'apparaissent les ossements.
Et ensuite, ce qu'il va falloir, c'est ôter la couche de sédiments qui recouvre cet ossement. Parce que lorsque le fossile est mort, lorsque l'animal est mort il y a des millions d'années, il s'est préservé uniquement parce qu'il a été recouvert par une couche de boue qui l'a préservé de l'attaque de prédateurs ou d'autres animaux qui auraient pu détruire cet ossement. Et donc maintenant, si de nouveau on veut le revoir, il va nous falloir travailler cet ossement à l'aide de micropercuteurs ou de burins pneumatiques comme celui-ci. Le burin va nous permettre d'entamer la couche supérieure et de descendre jusqu'au niveau où il y a l'os. Alors, voyons. Voilà. Nous allons soulever ceci et voilà. Nous avons donc là notre os. D'accord, il s'agit d'un os d'oiseau. Et maintenant, nous allons mettre un produit consolidant, qui est une espèce de colle qui va consolider l'os. Alors, le produit va s'infiltrer dans les fissures de l'os et déposer à l'intérieur la colle qui va maintenir ensemble tous les petits morceaux éventuels d'os qui pourraient sauter lors du dégagement. Nous avons maintenant dégagé l'os qui était prisonnier dans la pierre. Et nous voyons que c'est un os de la patte d'un flamant rose qui vivait à proximité de Menat il y a 23 millions d'années. Il s'agit d'un tarsométatarse de Palaelodus. C'est un oiseau très fréquent dans les limagnes d'Auvergne. Et des mammifères, vous n'en avez pas trouvé? Alors, il y en a 4 qui ont été trouvés au début du siècle, mais nous, depuis 2 ans, nous n'en avons trouvé aucun. Donc pour l'instant, stérile à mammifères. Voilà. Quelle est l'importance d'un tel fossile? L'intérêt, c'est surtout dans sa conservation. C'est extrêmement rare qu'on a à la fois les parties molles associées avec des os de crâne ou les os de membre. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Le fait qu'en fait, qu'on a des os de membre avec le crâne nous a permis de voir quel est l'aspect, en fait, de cet animal. Parce qu'il avait une crinière, on voit la trace des poils, et surtout qu'il avait une grosse queue bien touffue. Tout ça fait qu'il ressemble beaucoup à l'écureuil actuel, bien en précisant qu'il n'avait aucun rapport avec un écureuil. C'est intéressant parce que c'est le gisement le plus ancien de tertiaire que nous avons en France. Ça représente le Paléocène. Le Paléocène, c'est une époque qui a suivi la chute, la disparition des dinosaures. Quelques mammifères ont survécu quand même. Et pendant le Paléocène, ça a explosé. Tous les niches sont remplies, mais on ne peut pas vraiment dire que nos ancêtres se retrouvent dans les mammifères du Paléocène. On ne les a pas encore trouvés. Ils ont existé. Mais nos ancêtres viennent après le Paléocène. Quand le professeur Russell nous parle d'une niche, il veut dire une niche écologique. Et une niche écologique, ce n'est pas du tout une cabane à bois dans laquelle on trouve des écologistes. Non, non. Une niche écologique, c'est tout simplement un milieu, un environnement particulier qui correspond au milieu de vie d'un animal qui va trouver là-dedans tout ce qui est nécessaire à son bien-être, à sa subsistance. Ici, au XIIe siècle, dans la région de Menat, à côté du Château Rocher, il y avait la niche écologique des hommes de cette époque-là. Et depuis, cette région, cette vallée de la Sioule, elle est devenue la niche écologique d'une espèce particulière, le touriste. Et bien avant de nous quitter, quelques ouvrages. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai demandé à nos ancêtres de les choisir pour vous. L'Australopithèque, lui, a choisi celui-ci. Un ouvrage de Jérôme Goyalon, illustré par Vaughan-Aurin, Les mutants du Cénozoïque, aux éditions du BRGM. Homo habilis
n'a pu retenir un cri d'étonnement en découvrant la colère des volcans dans la collection Les Yeux de la Découverte, Gallimard. Le pithécanthrope nous a recommandé Apprendre en dessinant les mammifères disparus par Jérôme Goyalon aux éditions du BRGM. Quant à l'homme de Néandertal, il nous a conseillé un ouvrage publié sous la direction de Stéphane Djegoul, Le livre de la vie, aux éditions Seuil, dans la collection Sciences ouvertes. Bien, allez, nous, on vous laisse. Au revoir, l'ancêtre. Y apparaissent les premiers vertébrés. Entre le 12 et le 25 décembre, les dinosaures dominent notre globe. À cette échelle, c'est-à-dire en imaginant donc que cette histoire de la Terre peut être concentrée en un an, Ravaillac, qui préférait certainement le poisson, a tué Henri IV il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans la région de Clermont-Ferrand, direction Menat. Je suis ici à Menat, à une 50aine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Au bord de ce lac, certains des poissons que l'on pêche ne sont pas prêts d'être enfarinés. En effet, ils ont échappé à l'huile bouillante pour se retrouver pris dans les schistes bitumineux du fond du lac. C'est leur histoire et celle de leur environnement que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous rentrons maintenant dans l'espace de Rhinopolis, une association qui a été fondée en 1994. Son initiateur, François Escuyer. Son but, valoriser le site de Menat et les autres sites du nord de l'Auvergne. Mais avant de raconter notre histoire, il faut bien évidemment camper l'époque, les lieux et les personnages. Petit retour en arrière. C'était il y a 70 millions d'années, les dinosaures dominaient le monde. Il faut imaginer ce monde du Crétacé, c'est un monde merveilleux. Des dinosaures partout, de toute taille, de la taille du poulet jusqu'à la taille de la baleine, avec notamment ces tyrannosaures, ces choses qui émerveillent les enfants. C'était il y a 70 millions d'années. Et puis subitement, il y a 65 millions d'années, tout d'un coup, la catastrophe. Une catastrophe écologique d'une importance extraordinaire qui va faire disparaître pratiquement tous les vertébrés de la surface de la planète. Les paléontologues essayent de trouver les coupables. On essaie de trouver le criminel d'il y a 65 millions d'années. Qui a tué les dinosaures? Les indices sont maigres, c'est quelques bouts de roche, morceaux de basalte, morceaux de météorites. Leur disparition vient-elle de notre planète ou vient-elle de l'espace? À mon avis, il ne devait pas manger que des yaourts, celui-là. Il est certain d'ailleurs que lui ou certains de ses congénères, les oiseaux, ont survolé le lac de Menat au cœur de la plus grande zone volcanique d'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des volcans en Auvergne? Alors, quand j'étais petit, c'était très facile. On m'expliquait dans les livres, maman me disait bien que la Terre, c'était comme un œuf, avec une mince coquille qu'on appelle l'écorce. Et puis, dessous, c'était très chaud, et c'était liquide, c'était de la lave. Et pour faire des volcans, c'était très facile. Il suffisait de casser la croûte, et le liquide ressortait, et ça faisait un volcan. Eh bien, cette belle histoire, cette image d'Épinal des volcans, c'est tout faux. Et il va falloir qu'on voit pourquoi c'est faux et d'où viennent les volcans. Pourquoi ce schéma est faux? L'intérieur est chaud, donc lave, je barre parce que c'est faux, je marque chaud parce que c'est vrai, c'est solide,
c'est vrai aussi, et c'est un peu mou. Alors, pourquoi c'est solide malgré la grosse température? C'est à cause du poids de ce qu'il y a dessus. On est ici à 100 km de profondeur, on a donc 100 km de roche qui nous appuie dessus. L'écorce, c'est un peu comme de la poudre. Si les grains peuvent glisser les uns sur les autres, c'est liquide. Si les grains sont collés les uns sur les autres, c'est insolide. Ce paquet de café moulu sous vide, d'un côté, il y a l'air. De l'autre côté, il y a le vide, dedans, puisqu'on a fait le vide. Donc, il y a l'air qui appuie d'un côté et pas de l'autre. Donc, j'ai la pression atmosphérique sur un côté du plastique, pas sur l'autre. Le café est écrasé, donc ça paraît solide. C'est une poudre qui paraît solide, comme une brique. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. L'intérieur est solide. Alors, autre chose qui se passe, c'est qu'on a l'Europe et l'Afrique qui se rapprochent en glissant un petit peu sur cet intérieur un tout petit peu mou. Et l'Europe et l'Afrique se rapprochant, l'Europe se trouve comprimée, et c'est là que j'ai besoin du yaourt que je préparais tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on comprime l'Europe, plutôt quand on comprime un yaourt. Donc, mon yaourt, c'est l'Europe, mes doigts, c'est l'Afrique, et mes doigts remontent, mon pouce remonte vers le nord en comprimant mon Europe. Et je vois des fentes qui s'ouvrent, des fentes nord-sud. Eh bien, ces fentes nord-sud qui s'ouvrent, c'est la Limagne, c'est déjà un super piège à fossiles, c'est là où on a trouvé les rhinocéros. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe en surface. Qu'est-ce qui se passerait dessous, si on pouvait voir, sous le yaourt? Bon, alors, reprenons ce qu'on a vu avec notre yaourt, mais là, en coupe, on a la surface de la Terre, qui est froide, ici. Dessous, on a ce qui est chaud, mais solide. Et on a vu que le mouvement de l'Afrique faisait en sorte qu'on tirait. Alors, quand on tire sur quelque chose, eh bien, vous avez tous tiré déjà sur un élastique, ça s'amincit. Alors ça s'amincit, le bas descend et le haut remonte. Le bas qui descend, ça fait les bassins de Limagne, les plaines de Clermont-Ferrand. Et le haut qui remonte, le bas qui remonte, qu'est-ce qui se passe? Dessous, c'est chaud et un peu mou. Comme ça. Que se passe-t-il à cette échelle? Eh bien, c'est très simple. La vie apparaît le 28 mars sous forme de petites bactéries, vous savez, ces organismes microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont justement les premiers poissons qui apparaissent, les premiers vertébrés. Entre le 12 et le 25 décembre, les dinosaures dominent notre globe. À cette échelle, c'est-à-dire en imaginant donc que cette histoire de la Terre peut être concentrée en un an, Ravaillac, qui préférait certainement le poisson, a tué Henri IV il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans la région de Clermont-Ferrand, direction Menat. Je suis ici à Menat, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Au bord de ce lac, certains des poissons que l'on pêche ne sont pas prêts d'être enfarinés. En effet, ils ont échappé à l'huile bouillante pour se retrouver pris dans les schistes bitumineux du fond du lac. C'est leur histoire et celle de leur environnement que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous rentrons maintenant dans l'espace de Rhinopolis, une association qui a été fondée en 1994. Son initiateur, François Escuyer. Son but, valoriser le site de Menat et les autres sites du nord de l'Auvergne. Mais avant de raconter notre histoire, il faut bien évidemment camper l'époque, les lieux et les personnages. Petit retour en arrière. C'était il y a 70 millions d'années, les dinosaures dominaient le monde. Il faut imaginer ce monde du Crétacé, c'est un monde merveilleux. Des dinosaures partout, de toute taille, de la taille du poulet jusqu'à la taille de la baleine, avec notamment ces tyrannosaures, ces choses qui émerveillent les enfants. C'était il y a 70 millions d'années. Et puis subitement, il y a 65 millions d'années, tout d'un coup, la catastrophe. Une catastrophe écologique d'une importance extraordinaire qui va faire disparaître pratiquement tous les vertébrés de la surface de la planète. Les paléontologues essayent de trouver les coupables. On essaie de trouver le criminel d'il y a 65 millions d'années. Qui a tué les dinosaures? Les indices sont maigres, c'est quelques bouts de roche, morceaux de basalte, morceaux de météorites. Leur disparition vient-elle de notre planète ou vient-elle de l'espace?
extraordinaire qui va faire disparaître pratiquement tous les vertébrés de la surface de la planète. Les paléontologues essayent de trouver les coupables. On essaie de trouver le criminel d'il y a 65 millions d'années. Qui a tué les dinosaures? Les indices sont maigres, c'est quelques bouts de roche, morceaux de basalte, morceaux de météorites. Leur disparition vient-elle de notre planète ou vient-elle de l'espace? À mon avis, il ne devait pas manger que des yaourts, celui-là. Il est certain d'ailleurs que lui ou certains de ses congénères, les oiseaux, ont survolé le lac de Menat, au cœur de la plus grande zone volcanique d'Europe. Parlons-en de ces volcans d'Auvergne. Comment se sont-ils formés? Je crois savoir qu'il y a quelques idées reçues sur la question. Il faut donc rétablir la vérité. N'est-ce pas, professeur? Ah, il est parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des volcans en Auvergne? Alors, quand j'étais petit, c'était très facile. On m'expliquait dans les livres, maman me disait bien que la Terre, c'était comme un œuf, avec une mince coquille qu'on appelle l'écorce. Et puis, dessous, c'était très chaud, et c'était liquide, c'était de la lave. Et pour faire des volcans, c'était très facile, il suffisait de casser la croûte, et le liquide ressortait, et ça faisait un volcan. Eh bien, cette belle histoire, cette image d'Épinal des volcans, c'est tout faux, et il va falloir qu'on voit pourquoi c'est faux, et d'où viennent les volcans. Pourquoi ce schéma est faux? L'intérieur est chaud, donc lave, je barre parce que c'est faux, je marque chaud parce que c'est vrai, c'est solide, c'est vrai aussi, et c'est un peu mou. Alors, pourquoi c'est solide malgré la grosse température? C'est à cause du poids de ce qu'il y a dessus. On est ici à 100 km de profondeur, on a donc 100 km de roche qui nous appuie dessus. L'écorce, c'est un peu comme de la poudre. Si les grains peuvent glisser les uns sur les autres, c'est liquide. Si les grains sont collés les uns sur les autres, c'est insolide. Ce paquet de café moulu sous vide, d'un côté, il y a l'air. De l'autre côté, il y a le vide, dedans, puisqu'on a fait le vide. Donc, il y a l'air qui appuie d'un côté et pas de l'autre. Donc j'ai la pression atmosphérique sur un côté du plastique, pas sur l'autre. Le café est écrasé, donc ça paraît solide. C'est une poudre qui paraît solide, comme une brique. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. L'intérieur est solide. Alors, autre chose qui se passe, c'est qu'on a l'Europe et l'Afrique qui se rapprochent en glissant un petit peu sur cet intérieur un tout petit peu mou. Et l'Europe et l'Afrique se rapprochant, l'Europe se trouve comprimée, et c'est là que j'ai besoin... Bonjour Lancette, nous voici réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Notre sujet d'aujourd'hui, il va nous amener à la découverte du monde des poissons. Les poissons, si vous n'êtes pas pêcheur, vous pouvez toujours en observer dans les vitrines des musées ou à défaut dans les aquariums. Ce qui nous intéresse aujourd'hui vivait à Menat, dans la région de Clermont-Ferrand, il y a 50 millions d'années. 50 millions d'années, c'est une notion de temps qui n'est pas facile à appréhender. Je vais vous proposer un petit code entre nous. Voilà, cet agenda, ça représente un an. Eh bien, on va imaginer que notre Terre s'est formée en un an et que, à l'instant où je vous parle, nous sommes le 31 décembre, il est minuit, la Terre s'est formée le 1er janvier à 0 heure. Entre ces deux dates, il va y avoir 4,6 milliards d'années. Chaque feuille de l'agenda que je vais tourner, c'est-à-dire chaque jour de la formation de la Terre, à notre échelle, va représenter 12 millions d'années. Que se passe-t-il à cette échelle? Eh bien, c'est très simple. La vie apparaît le 28 mars sous forme de petites bactéries, vous savez, ces organismes microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont justement les premiers poissons qui apparaissent, les premiers vertébrés. Entre le 12 et le 25 décembre, les dinosaures dominent notre globe. À cette échelle, c'est-à-dire en imaginant donc que cette histoire de la Terre peut être concentrée en un an, Ravaillac, qui préférait certainement le poisson, a tué Henri IV il y a seulement 3 secondes. Ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans la région de Clermont-Ferrand, direction Menat.
suis ici à Menat, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. Au bord de ce lac, certains des poissons que l'on pêche ne sont pas prêts d'être enfarinés. En effet, ils ont échappé à l'huile bouillante pour se retrouver pris dans les schistes bitumineux du fond du lac. C'est leur histoire et celle de leur environnement que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous rentrons maintenant dans l'espace de Rhinopolis, une association qui a été fondée en 1994. Son initiateur, François Escuyer. Son but, valoriser le site de Menat et les autres sites du nord de l'Auvergne. Mais avant de raconter notre histoire, il faut bien évidemment camper l'époque, les lieux et les personnages. Petit retour en arrière. C'était il y a 70 millions d'années, les dinosaures dominaient le monde. Guide ressortait et ça faisait un volcan. Eh bien, cette belle histoire, cette image d'Épinal des volcans, c'est tout faux. Et il va falloir qu'on voit pourquoi c'est faux et d'où viennent les volcans. Pourquoi ce schéma est faux? L'intérieur est chaud. Donc lave, je barre parce que c'est faux. Je marque chaud parce que c'est vrai. C'est solide, c'est vrai aussi. Et c'est un peu mou. Alors, pourquoi c'est solide malgré la grosse température? C'est à cause du poids de ce qu'il y a dessus. On est ici à 100 km de profondeur, on a donc 100 km de roche qui nous appuie dessus. L'écorce, c'est un peu comme de la poudre. Si les grains peuvent glisser les uns sur les autres, c'est liquide. Si les grains sont collés les uns sur les autres, c'est insolide. Ce paquet de café moulu sous vide, d'un côté, il y a l'air. De l'autre côté, il y a le vide, dedans, puisqu'on a fait le vide. Donc il y a l'air qui appuie d'un côté et pas de l'autre. Donc j'ai la pression atmosphérique sur un côté du plastique, pas sur l'autre. Le café est écrasé. Donc ça paraît solide, c'est une poudre qui paraît solide, comme une brique. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, l'intérieur est solide. Alors, autre chose qui se passe, c'est qu'on a l'Europe et l'Afrique qui se rapprochent, en glissant un petit peu sur cet intérieur un tout petit peu mou. Et l'Europe et l'Afrique se rapprochant, l'Europe se trouve comprimée, et c'est là que j'ai besoin du yaourt que je préparais tout à l'heure. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on comprime l'Europe, plutôt quand on comprime un yaourt. Donc, mon yaourt, c'est l'Europe, mes doigts, c'est l'Afrique. Et mes doigts remontent, mon pouce remonte vers le nord en comprimant mon Europe. Et je vois des fentes qui s'ouvrent, des fentes nord-sud. Eh bien, ces fentes nord-sud qui s'ouvrent, c'est la Limagne, c'est déjà un super piège à fossiles, c'est là où on a trouvé les rhinocéros. Alors, ça, c'est ce qu'on voit, ce qui se passe en surface. Qu'est-ce qui se passerait dessous, si on pouvait voir, sous le yaourt? Bon, alors, reprenons ce qu'on a vu avec notre yaourt, mais là, en coupe, on a la surface de la Terre, qui est froide ici. Dessous, on a ce qui est chaud, mais solide. Et on a vu que le mouvement de l'Afrique faisait en sorte qu'on tirait. Alors, quand on tire sur quelque chose, eh bien, vous avez tous tiré déjà sur un élastique, ça s'amincit. Alors, ça s'amincit, le bas descend et le haut remonte. Le bas qui descend, ça fait les bassins de Limagne, les plaines de Clermont-Ferrand. Et le haut qui remonte, le bas qui remonte, qu'est-ce qui se passe? Dessous, c'est chaud et un peu mou. Comme c'est un peu mou, bien que solide, ça remonte. Et c'est là que tout se passe. Puisque le matériel remonte, il y a moins de cailloux qui lui appuient dessus. S'il y a moins de cailloux qui lui appuient dessus, il se décomprime. Ce chaud en bas était solide à cause de la pression. Si je fais un trou dans mon paquet de café, je supprime la pression parce qu'il y a l'air qui appuie des deux côtés à la fois. Et mon paquet de café devient tout mou puisqu'il n'est plus comprimé par le plastique. Et bien là, mon matériel étant